Alors, bienvenue à notre session d'information sur la démolition de l'ancienne usine La Filtex. Je vais vous faire part de certaines, peut-être, consignes pour permettre à tout le monde de s'exprimer. J'ai pensé que, parce que s'il y a beaucoup de questions, souvent les gens ont beaucoup de questions, que si vous posez votre question, une question à la fois, pour permettre un bon écoulement des questions, bien, une fois que vous avez posé votre question, vous pouvez retourner en arrière de façon à revenir pour poser la deuxième question. Sinon, peut-être qu'il y a un risque qu'une personne monopolise le micro parce qu'ils ont beaucoup de questions. J'ai pensé que peut-être cette méthode-là serait la plus démocratique pour tout le monde. Donc, je vous demanderai de respecter cette consigne-là. Pour débuter, j'aimerais présenter les intervenants, les personnes qui vont être directement impliquées dans la démolition. Et puis, parce que lorsqu'il va y avoir la période des questions, c'est moi qui vais diriger en fin de compte, les questions à ces personnes-là, selon ce que je considère est la personne la plus apte à répondre de façon précise. Alors, je vous présente M. Vary, qui est notre directeur des travaux publics, qui, en fin de compte, va faire la présentation principale sur la partie technique. J'aimerais vous présenter aussi M. Bruno Welfringer, qui est le consultant qui va faire la surveillance, mais aussi M. Welfringer, ingénieur dans le domaine de l'environnement. Donc, toutes les questions environnementales vont être dirigées vers vous, M. Welfringer. Après ça, M. Yves Lachance, qui est contremaître, il va être aussi le surveillant du chantier. Je vous signale aussi que vous avez déjà travaillé ici pour l'enfouissement vous connaissez bien notre communauté. Et puis, toutes les questions concernant les travaux qui ont été effectués sur le site pour la démolition pourront être adressés à M. Lachance. Et en réserve, on a M. Larguy qui peut répondre à des questions administratives, vous en avez. Les questions politiques, je peux y répondre. Je peux demander l'aide aussi de nos élus, soit M. Forêt ou M. Martin, qui peuvent m'assister s'ils ont des éléments pertinents. Ceci étant dit, allez-y, M. Vary, bonne réunion. Bon, on est super chanceux. Dans le fond, ici à Sutton, on est tombé sur un entrepreneur qu'on connaît, qu'on a déjà vécu une expérience heureuse avec un méga chantier. En fait, c'est pratiquement le plus grand chantier qu'on a eu à Sutton. Fréjot et Fils sont spécialistes. Ils ont une expertise solide en démolition et désamiantage. Je peux aussi vous citer quelques projets réalisés. Tout récemment, ils ont procédé à la démolition de 2 églises, Saint-Gérard de Magella, Saint-Edmond de Grantham. Ils ont démoli 2 garages à Granby et la démolition d'un 32 logements à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc ici, en 2006, ils ont procédé à l'enfouissement des fils sur la rue principale, entre les deux voies ferrées, si vous voulez. Hein? 2007, on a des TQC, nous autres, de janvier 2007, donc c'est en 2006. Bon, on doit avoir une bonne salade. Donc ça se peut, je vous donne le crédit. La localisation des travaux. Tout le monde sait où se situe la Filtex. C'est entre le stationnement Lusignan et la rue Payne. C'est la plus grosse usine qu'on peut avoir ici à Sutton. Pour ce qui est de l'échéancier, la première semaine, Fréjot vont procéder au périmètre de sécurité, soit une clôture pour sécurité, pour sécuriser le dit chantier, et ils vont installer aussi une clôture haute anti-dispersion pour ce qui est de la portion des bâtiments 4 et 3. Ce sont les bâtiments immédiats qui donnent sur la rue Dépôt.
Donc, dans cette semaine-là, ils vont procéder à tout le désamiantage. Ils vont retirer toutes les portions d'amiante qui sont accessibles, qui sont intactes. Et on va en profiter aussi pour retirer certains objets patrimoniaux. Les 3 semaines suivantes, on va proprement dit procéder à la démolition des bâtiments. Fréjot prévoit entamer la démolition en commençant par les bâtiments numéro 1, 2 et 5 à partir de la rue Pine. Et donc ça, c'est la plus vieille partie qui est constituée de bois. Ensuite de ça, ils vont continuer avec le bâtiment numéro 5 et la pile. Donc en simultané, ils vont trier tout ce qui est fer, béton, bois. Et tout ce qui est amiante va être concis dans des méga sacs qui vont être entreposés dans des conteneurs et ils vont être acheminés jusqu'à la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi. Le fer va être récupéré par un entrepreneur, probablement M. Lambert, une entreprise spécialisée. Tout ce qui est amiante, asphalte, déchets et le bois va être acheminé à la régie intermunicipale. Et le béton va être acheminé, lui, à la mise en réserve du mont Écho, qui appartient à la ville de Sutton. Ce béton-là va être plus tard concassé pour pouvoir les réappliquer sur nos chemins. La 4e semaine du 9 au 13 septembre, Fréjot va procéder au terrassement. En fait, ils vont niveler, réappliquer un 4 pouces de terre végétale et ensemencer le tout. Ça va être avec une pente qui va se diriger là, pour permettre un drainage vers la voie ferrée. Bon. Ici, sur la méthode de travail, on va y aller de manière plus spécifique. On a pris en considération la préoccupation citoyenne, le traitement de l'amiante et de la poussière. Je pourrais peut-être même amener M. Wilfringer à vous expliquer un petit peu, ou tantôt il pourrait répondre à vos questions. Nous, on applique systématiquement toutes les exigences en regard de la santé et sécurité au travail. Donc, vis-à-vis la portion qui est déjà effondrée, il va y avoir des hautes clôtures de 25 pieds. Ça va être en fait des poteaux électriques qui vont être munis de toiles antidispersion. Il va y avoir une bruine appliquée sur la partie qui ne sera pas retirée, mais qu'on va trier sur le volet. Ensuite de ça, il va y avoir des bermes filtrantes seulement s'il y avait de fortes averses d'eau. Bon, ben, tous les coulements vont être filtrés. Ensuite de ça, Fréjot va tout contenir ça dans des sacs. C'est les exigences de la CNESST. Donc, tout va être conçu dans des sacs refermés jusqu'au moment de l'enfouissement, ici à Candueville. L'autre préoccupation citoyenne qu'il y avait, c'était le bruit. Le chantier va se dérouler de 7 h le matin à 5 h le soir. Du jeudi au vendredi, et du lundi au jeudi, et le vendredi, il va se terminer à midi, pour prendre en considération le volet touristique. Donc, la 4e semaine, le concassage du béton va se faire à la réserve municipale du Mont-Écho. On tenait à le préciser parce que le concassage, c'est l'aspect qui mène le plus de bruit. Donc, c'est vraiment concis, là, dans notre fond dans la grande campagne, là, et on a les autorisations là, la CPTAQ. Donc,
Méthode de travail. La circulation est un autre enjeu. La circulation, tout va se faire à partir de la rue Pine, et les trucks vont se diriger vers la rue Western. Donc, tout ce qui est acheminé à Countsville va transiter par les routes provinciaux, donc la 139. Et ce qui va aller au site du Mont-Écho va transiter par la rue Western jusqu'à la 215. Comme ça, on n'aura pas les désagréments sur la rue principale. Pour ce qui est du remblayage, comme je vous disais, là, ça va être du remblayage nivellement ensemencement avec un drainage vers la voie ferrée. Donc, Monsieur le maire, je vous remets le... Alors, ceux qui ont des questions, présentez-vous au micro et puis on va répondre là, de façon séquentielle. Votre nom, puis... Bonjour, Roger Gervais. Ma question était sur le réensemencement. Pourquoi qu'on réensemence à la grandeur et pas en garder une portion pour du stationnement en attendant de décider d'ici 1 an ou 2 ou 3 ce que la Ville fera avec le terrain? Bien, je vais répondre à cette question-là parce que ça, c'est chapitre 2 de qu'est-ce qu'on va faire avec la Filtex. Le but de la réunion ce soir n'était pas d'aborder ça. Mais une chose qui est certaine, M. Gervais, c'est qu'il va y avoir une consultation publique pour savoir effectivement quelle sorte de consensus qu'on peut dégager de la part de la population de qu'est-ce qu'on va faire après que notre site soit démoli. Mais je vous signale aussi qu'il va falloir caractériser si dans le sous-bassement, là, si potentiellement il y a des contaminants et agir en conséquence. Mais comme je vous dis, là, c'est chapitre 2, mais inquiétez-vous pas, là, il va y avoir une consultation pour s'assurer qu'on dégage un consensus. Ça répond. Ben, à un certain moment, comme vous savez, c'est peut-être écologiquement. Ben là, je m'avance, là. Monsieur. Non, c'est pas mon domaine. Allez-y, répondez-vous. Au niveau de l'ensemencement, c'est pour minimiser l'érosion. Après, une fois que ça aura été remblayé, ça va éviter que ça fasse trop de poussière ou de boîtes qui s'en va sur les routes, etc. Donc, Bonsoir, Victor Marchand. Avez-vous calculé, grosso modo, le nombre de voyages de camions que ça va prendre pour enlever tout ça? Si ma mémoire est bonne, Andrew Richard avait calculé 300 voyages de camions. Et je ne vois pas dans votre plan de préparation si vous avez considéré évacuer tout ce matériel-là et surtout le matériel contaminé par le chemin de fer. Est-ce que vous avez considéré cette option-là? À ce moment-là, est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette question-là, monsieur? La chance pour au moins le nombre de camions? Bien, on a prévu à peu près. Je vous donne. J'ai prévu pas 300, maximum, d'après moi, à peu près 75 voyageurs de containers, puis des boîtes, les matériaux, puis à peu près le même nombre de camions. Il y a à peu près 1500 tonnes de béton. Ça veut dire à peu près 20 tonnes du voyage. À peu près 150 maximum. Mais comme je vous dis, l'affaire, ça, c'est des plus grosses boîtes, c'est plus... Mais je me rends pas à 300. Bon. Parce que à l'époque, on avait calculé, selon le volume du bâtiment, là, quelques 300 voyages de camions. C'est possible? Bien, je ne sais pas à l'époque. Moi, je peux vous dire personnellement, depuis 2010 que je fonctionne sur ce bâtisse-là, puis depuis que je viens, moins de stock. Il y a moins de matériel en dedans, il est quasiment vide. Avant que je suis venu en 2010, il y avait beaucoup de matériaux, il y avait beaucoup de barils, il y avait beaucoup de fils. Il n'y en a plus. Plus que ça va, moins il y a de matériaux. OK. Qu'est-ce que vous allez faire avec les fils? Non. Attendez, voilà. Je ne respecte pas mes règlements. Allez-y. Ouais, excusez, monsieur. Je suis petite, hein, alors, Luce Gerlach, citoyenne. J'aimerais savoir le problème, l'amiante.
OK. J'aimerais connaître l'ampleur. Est-ce qu'il y a un réel problème? Est-ce qu'il y en a qui se trouvent être dispersés? Quels sont les dangers pour la santé, en réalité? S'il y en a, qu'est-ce que vous avez prévu? J'ai compris en partie là, ce que monsieur a expliqué, mais j'aimerais connaître l'ampleur vraiment de ce qu'il y a au niveau du chantier. Au niveau de l'amiante, il y a 2 volets. Il y a le volet sur les bâtiments qui sont encore debout, dans lesquels il y a des matériaux qui contiennent de l'amiante, et il y a le volet sur les bâtiments qui sont effondrés pendant l'hiver, dans lesquels on avait caractérisé aussi quelques matériaux qui contiennent de l'amiante. Quand on a été mandaté par la ville de Sutton à l'automne dernier, on avait pour mandat d'investiguer toute l'usine, de voir quels étaient les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, de les caractériser, de les faire analyser. Sur la 50aine d'échantillons qu'on a pris, il y en avait une dizaine qui renfermaient de l'amiante. Et c'était principalement des isolants de conduite autour des tuyaux, des panneaux d'amiante ciment, des tuyaux acoustiques, et c'est pas mal ça. Donc, un petit volume de matériaux contenant de l'amiante. Pour tout ce qui est des bâtiments qui sont encore debout, l'amiante va être retirée. Tous les matériaux contenant de l'amiante vont être retirés avant de démolir, de manière sécuritaire, selon les orientations de la CNESST. Pour les bâtiments qui sont effondrés, les petits débris d'amiante qui représentaient à peu près 0,5 m3 sur l'ensemble des débris qui représentent 500 tonnes, eux ont été dispersés pendant l'effondrement. C'est tombé pendant l'hiver, il y a eu beaucoup de neige dessus, il y a eu beaucoup de pluie au printemps dessus. Toutes les particules fines, incluant les particules d'amiante, sont vraisemblablement au fond du tas et pas disponibles pour être remis en suspension par de l'érosion éolienne ou quoi que ce soit. Cependant, Fréjot va mettre en place toutes les procédures nécessaires à un chantier à risque élevé extérieur, selon la CNESST, ce qui inclut, comme M. Varil disait, des clôtures hautes avec des toiles, prendre les mesures qui s'imposent pour les camions en enveloppant les débris quand ils vont sortir du chantier, les mesures qui protègent les travailleurs également, et l'arrosage qui va prévenir toute émission de poussière dans l'air. C'est pas mal ça, les risques sont vraiment minimes. Est-ce que ça répond à la question, madame? Un peu dans le même genre d'idée, c'est qu'à force d'être arrosé... Oh, Louise Comtois. À force d'être arrosé, cette eau-là, elle va bien... Je veux dire, je ne sais pas s'il y a une cave là-dedans où l'eau va s'amonceler, ou bien si ça roule le long de la voie ferrée après. Où est-ce qu'elle va, cette eau-là, qui risque d'être... Elle est imbibée dans les matériaux. Elle va être imbibée dans les matériaux mous, puis après ça, elle part avec les conteneurs. Mais il ne faut pas que comme on dit, la noie, Michel. Ça double le volume de pesanteur. Bien, c'est ça. Les hommes sont tous habillés avec... Ici, là, je vous vois. Oh. Je tiens pas tant que ça. C'est ça, il faut éviter de mettre du poids, mais on est habitués, nous autres, là. Les hommes sont tous habillés, des masques, mais là, vous autres, vous êtes habitués, mais nous autres, non, on je comprends, pas. Madame, c'est ça. On arrose, mais pas en abusant l'eau aussi, là, OK. On y va de manière... C'est une bruine. C'est pour empêcher mais avec l'expérience qu'on a, puis l'état, il n'enverrait pas de poussière, d'amiante. N'enverrait pas. Non, c'est ce qui serait allé dans l'eau. C'est ça. Non, ça va rester sur la dalle de béton. Et nous autres, la dalle de béton, on récupère tout. Non, il n'y a aucun problème. Monsieur... Si je peux rajouter au niveau des poussières comme des fibres, s'il y a de l'eau qui ruisselle sur les matériaux, ça va tomber au sol, puis ça va être filtré naturellement par les sols qui sont en place. Là. Ça ne va pas s'en aller dans la nappe d'eau souterraine, les poussières ou les fibres d'amiante. Ça va être filtré par excusez-moi? Par les grains de sol. Oui. Dans le fond, la nappe d'eau n'est pas directement en surface. Fait que tout ce qui est poussière ou quoi, ça se dépose sur le sol, puis ça peut rentrer un petit peu dans le sol, mais ça s'en ira pas à la nappe. C'est pas comme un contaminant, comme de l'essence ou quoi, qui peut suivre l'eau et puis s'en aller. Puis j'imagine qu'avant de mettre votre 4 pouces de terre et de semer, vous allez nettoyer un peu cette terre-là? Ou cette terre-là? Ça va faire partie de la phase 2, comme M. Lafrance parlait tout à l'heure. Il va y avoir des travaux subséquents à ça. Ouais. Ah, OK. Merci. Picard Pascal. Pour ce qui est de la fermeture de rue, j'ai pris note.
La circulation se fait tout par Pine et Western. Mais s'ils commencent par démolir, si j'ai compris, ils commencent par démolir la bâtisse sur Pine, fait que les cochonneries qui sont déjà tombées sur Western vont pas être enlevées les premiers. Sur dépôt. Oui, absolument, absolument. Ils vont commencer par la rue. Vous voulez répondre, allez-y. Ben, c'était une question technique, là, c'était pas politique. Donc, oui, ils vont débuter par le bâtiment de bois et ensuite de ça, rendu au bâtiment 5. Parce que dans votre présentation, vous nous dites des numéros de bâtisse, mais on voit rien. Ben, je suis désolé, on va vous le montrer. On va le montrer. Ah, je vais pas m'assurer là-dessus. Indique, là. Oui. En bâtiment 1, l'ancienne bâtisse. C'est qui est tombé? C'est on est sur le. Pine. Elle n'a pas tombé. La bâtisse qui est encore debout, le restant de bâtisse. Le bâtiment 2, en partie écroulé, où il y avait. Je me souviens plus trop, c'était pas grave. Mais surtout le bâtiment 3 et 4. Hein? 3 et 4 ici, où il y avait de la tuyauterie, OK, qui contenait, qui était enveloppée de matière d'amiante, parce qu'il y avait beaucoup de chaleur au sol, ça va protéger la tuyauterie comme telle. Alors, c'est ça. Les bâtiments 6, c'est ça, je peux mettre mes lunettes, il faudrait que je me mette de loin. Ça, c'est 6, 5 et 7 ici. Alors, ça, c'est la nouvelle section, tout en métal, c'est une section en métal ici. Ça, alors, M. Lachance, qui va être surveillant, va nous. Bâtiment 1. Pascal? La question était de savoir qu'est-ce qui va passer par la dépôt, qu'est-ce qui va passer par Pine. Il n'y a rien. Rien sur le dépôt. Il n'y a rien qui va passer. Normalement, ce qu'on n'a pas prévu, là, justement, Roger était avec moi, c'est lui qui s'appelle. Dans le micro. Ah, on a prévu, on part avec la bâtisse qui est ici, là, les noms de rue, là, Pine, je ne les connais pas. Là. On part, puis on s'en va. Elle, on l'a démolie en premier pour se servir après ça, qu'on va se coller sur la partie qui est effondrée, pas qu'il y ait de camions qui passent dans la petite rue, là, Pine, dépôt, qu'on voyage toujours pour le moins possible aller en avant. On prévoit passer par en arrière, on va travailler en s'en allant toujours là, par là. Oui, vers l'usine. C'est ça. En réalité, là, on va mettre la bâtisse qui est debout à terre. On va nettoyer. Après ça, on va se faire un stationnement. Les conteneurs vont arriver, ils vont se stationner. Après ça, on va embarquer sur la dalle pour trier tout qui est contaminé. Parce que notre mur de toile, il va être d'ici, là. Puis quand on va avoir fini, on va le mettre un bout ici. Nos conteneurs vont être collés. La pelle va embarquer sur la dalle. On va faire le triage. Les sacs d'amiante vont être là. Après ça, on va continuer, on va revenir démolir, mais on va toujours rester pour sortir, pour revenir sur Western. On veut essayer le moins possible de que vous nous voyez sa grande rue. Le seul temps que vous allez nous voir, c'est après les chiffres. Donc, dépôt, qui est la petite rue, là, où Oui, M. la petite rue au centre. Ricardo a sa rue. Le moins possible, parce que lui, il n'a pas de place. C'est ça sa préoccupation, je crois. Le moins possible. Puis Mme Bissonnette. J'ai pas de place pour travailler. J'ai de la misère à virer mon pick-up. J'irai pas mettre les boîtes là. On va s'en aller comme ça. Et le drap? Pardon? Il y a personne qui veut poser une question? Vas-y. Le driveway qu'il y a entre la bâtisse qui est tombée et les commerces. En haut à droite, Pascal. En haut à droite, tout ce qui est là. Oui, c'est ça. Oui. C'est là. Autrement dit, parce qu'il y a déjà une clôture, vous n'allez pas de l'autre côté de la clôture. Non. Le driveway qu'il y a là, c'est là, c'est la clôture. Pas une photo aérienne, mais la photo aérienne. Ah, excuse. Excuse-moi. Un autre, on va prendre nos... Pascal, on va prendre nos questions. Est-ce qu'il y a une autre question?
Dans le devis technique de M. Frelinger, il y a l'ingénieur annonce qu'il y a risque de chute de débris sur le rail. Et ma question, c'est est-ce que la Ville va retenir les services d'un signaleur pour arrêter le train s'il y a chute de débris sur le rail? On a contacté la compagnie de train. Je le rencontre la semaine prochaine. On devrait se rencontrer ici pour que j'explique ma manière de procéder. Normalement, c'est eux autres qui mettent quelqu'un. C'est la compagnie de chemin de fer. Mais avec l'expérience qu'on a, je ne vois pas pourquoi, à moins d'une bad luck, mais je ne penserais pas qu'on tombe sur le chemin de fer. Avec le nombre d'années d'expérience qu'on a. Les bad luck, c'est ça qui fait des... Oui, mais le chemin de fer, il va être ici. Je le rencontre, là, le monsieur, là, il va me rappeler, parce que j'attendais la séance de ce soir pour le rappeler, pour dire que oui, parce que ça me prend des clés aussi pour aller en dedans. Puis, on va se présenter avec lui, mais par expérience qu'on a faite à compagnie des chemins de fer, c'est eux autres qui s'occupent des signaleurs. Parce que si l'appel est trop proche du chemin de fer, il faut arrêter. Le signaleur arrête l'appel parce que l'opérateur du train, s'il voit quelque chose bouger devant lui, ça l'arrête pas Saint-Hyacinthe. C'est pour ça qu'ils nous font arrêter. C'est ça qu'on va discuter ces jours ici, soit cette semaine ou la semaine après les vacances, la première journée, il vient avec moi ici. En fait, en complément d'information, ils vont envoyer un surveillant du chemin de fer qui vont surtout surveiller les fils. C'est pas une question de débris sur la voie ferrée. Il y a un fossé entre les deux. Il n'y aura jamais de débris qui vont se ramasser sur la voie ferrée. D'où est-ce qu'il peut y avoir un danger? C'est vis-à-vis les fils. Non, mais c'est le représentant du chemin de fer qui m'expliquait ça. Eux, en ce qui consiste le long du mur qui longe la voie ferrée, il va y avoir un surveillant tout au long, parce que le risque c'est que si jamais un fil était accroché, ça couperait l'alimentation, et dans ce cas-là, c'est les feux rouges aux deux extrémités qui vont se mettre à sonner. Donc, c'est vraiment pour ça. OK, mais c'est une continuité. C'est parce que ces fils-là sont des fils à l'origine télégraphique. C'est ça, basse pression, avait vraiment une petite tension de rien. C'est ça. Puis il y a un téléphone d'urgence qui est branché dessus et les signaux. Alors, si pour une raison ou pour une autre, un débris tombe sur le fil, casse le fil pendant l'opération, bien, vous créez un danger. C'est immédiat. Il va y avoir un surveillant sur place. Il va y avoir un surveillant sur place, tout au long. Enfin. Un surveillant du chemin de fer. Yes, I have a question, I guess, for Madame Dyer, Anne Dyer. Une question probablement pour Monsieur Welfinger. Est-ce que vous pouvez expliquer le grand changement de montant de matériaux d'amiante, transport et disposition des déchets d'amiante? Ça a commencé à 1,5 metric tonne, à $1,200 la tonne, et maintenant, à la fin, c'est 500 metric tonnes. Et qu'est-ce que vous avez? OK, le contrat est donné, mais si on fait le math, c'est un peu effrayant. Si on continue à le même prix, ça arrive à 600 000. Mais est-ce que vous pouvez expliquer la grande différence? Oui, bien sûr. C'est que dans la première version du devis, qui avait été mise à la fin de l'année 2018, les bâtiments, aujourd'hui effondrés, étaient encore debout. Yeah. Fait qu'on considérait enlever le 0,5 m3 de matériaux contenant de l'amiante qui était à l'intérieur. Pour ce volume-là d'amiante, on avait budgété un prix unitaire au mètre cube très majoré, parce que c'est tellement des petits travaux que pour l'entrepreneur, venir enlever juste ça, ça représente des coûts quand même significatifs pour lui de mobilisation, etc. Comme les bâtiments se sont effondrés pendant l'hiver, et que c'est maintenant toute la portion des bâtiments 2, 3, 4 qui doit être considérée comme des matériaux impactés par de l'amiante, ça représente le 500 tonnes métriques. Et puis là, c'est différent pour lui parce que pour se mobiliser, etc., il vient pour une période de temps beaucoup plus longue. Donc ça diminue ses coûts de mobilisation, etc. Et au niveau de la disposition, on a vérifié les coûts avec la régie intermunicipale qui nous ont confirmé qu'ils étaient capables d'accepter ces matériaux. Ils en avaient l'autorisation du ministère de l'Environnement.
Ils nous ont confirmé les coûts également pour la disposition. Et qu'est-ce qui arrive avec le grand bâtiment, avec tous les tuyaux et tout le ciment, avec l'amiante, qui sera travaillé avec les gants et les sacs et tout ça? Les bâtiments encore debout? Yeah. Oui, les bâtiments encore debout, eux, l'entrepreneur va vraiment enlever les matériaux. Il va pouvoir faire des opérations ciblées sur les matériaux qui contiennent de l'amiante avant de les démolir. Okay. Ça veut dire qu'il y a une petite partie, c'est du crépi sur une ancienne cheminée en briques. Ça, il est capable de se faire une petite enceinte autour. Il va enlever le crépi. Ces travailleurs seront protégés. Il va mettre ça dans des sacs amiante, etc. Ça va être géré selon les normes de la CNESST. Il va enlever les isolants de conduite avec des sacs à gants, de la même manière, en risque modéré, selon les normes de la CNESST. Et les panneaux d'amiante ciment, il y en a déjà une partie qui sont enlevés. Il va enlever les derniers qui restent. C'est vraiment des travaux à risque faible parce que c'est juste de les dévisser sans les briser, les mettre dans des sacs et les sortir du chantier. Et cette partie-là, c'est au prix plus élevé? Cette partie-là, non, ça a été budgété dans des items différents dans le bordereau de prix. OK, parce que pour nous, on a tout le tonnage sur la même ligne avec seulement un prix. Non, il y a d'autres items pour le bordereau de prix pour les éléments qui sont dans les autres bâtiments. OK, so le montant de 1200 la tonne, c'est seulement le prix pour les choses faites avec les gants et les sacs, à peu près? C'était pour les bâtiments 2, 3, 4, si je me souviens bien. 2, 3, 4, pas un, pas le... Bon, je ne sais plus le bordereau exactement. 2, 3, 4. On est ici en avant, Bruno. Parce que je me demande, le bid qui a gagné, c'est 200 000 plus bas que notre premier chiffre que vous avez préparé. Et puis, après, à la fin, on aperçoit qu'au lieu d'une demi-tonne sur cette ligne, c'est 500 tonnes sur cette ligne. Et on se dit, qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que ça peut arriver comme ça avec les prix que vous avez? Comme je vous expliquais, c'est parce qu'avant, c'était des opérations ciblées dans des bâtiments encore debout. Maintenant, c'est une opération d'envergure sur des bâtiments effondrés. Donc, c'est pas du tout le même enjeu pour l'entrepreneur et c'est pas du tout son même estimé de prix qui entre en jeu. OK. Et les eaux, où vont les eaux? Arrosage et tout ça. Comme l'expliquait Monsieur Lachance tantôt, il y a une partie qui va rester sur les matériaux imbibés. C'est pour ça que lui, il va pas mouiller trop, parce que sinon, ça fait beaucoup plus lourd et plus cher à la disposition. S'il pleut, ça s'en va sur le sol. Puis les particules, comme je l'expliquais tout à l'heure, restent au niveau du sol, sont filtrées. Est-ce qu'ils vont peler plus profond si le sol devient trop saturé avec le... Non. Non? Pas de différence? Non. Okay. Thank you for your question. Yes, donc, Pascal, est-ce que vous avez une question? Picard à Pascal. Bon, pendant la démolition, je suis bien d'accord que vous allez mettre un mur de, je ne sais plus combien de pieds. Là. 25. 25. Quand je comprends rien, un pied, ça va. 25 ans. Juste 7 mètres, c'est pas haut pour moi. En tout cas, on est vers. Je voudrais demander à l'entrepreneur si, pendant la durée des travaux, est-ce que mon air conditionné qui est sur le toit de ma bâtisse peut fonctionner? Alors, oui. Je ne vois pas pourquoi ça ne marchera pas. Non, il n'y a pas d'aucun problème. J'ai aucun problème. Tout air conditionné ou échangeur d'air sont munis de filtres. Il n'y a aucun problème. Et comme moi je vous disais, le risque est pratiquement zéro et il va y avoir une bruine d'appliquer. Donc, il n'y aura pas de particules dans l'air. Il n'y aura pas du tout de poussière qui va venir dans l'air? Les poussières... Normal. Non, on peut même pas se permettre parce que il y a risque d'amiante, donc on ne peut pas se permettre de poussière. Tout va être arrosé. OK, merci. Ça répond? Lucie Tousignan. Moi, j'aimerais savoir s'il va y avoir, on parle d'amiante, là, est-ce qu'on sait, parce que moi, je me souviens de la réunion qu'on a eue en janvier, puis il y a un architecte qui nous a vraiment mis en garde de tous les contaminants qui se trouvaient sur place.
est-ce que vous, dans vos travaux de démolition, vous allez avoir un inventaire des contaminants? Oui, il y a l'amiante, mais il y a d'autres choses que de l'amiante dans la Filtex. Ça, c'est la première question. La deuxième, si on est pour mettre les mesures de protection, là, les toiles, pourquoi ce n'est pas déjà fait? Et la troisième, pourquoi je demande la liste des contaminants, Monsieur le maire, là, c'est qu'il y a des contaminants qui sont dangereux, qui causent des cancers particuliers. Et à Sutton, on a 3 sarcomes. On va répondre, M. Larguet, oui. Oui, absolument. Il y a eu un premier rapport. Il y a eu un rapport de fait avant même d'élaborer les plans et devis de démolition. C'est un rapport de caractérisation environnement phase 1. Donc, tout a été passé au peigne fin à l'intérieur. Donc, on a toutes les sources de contaminants. On a déjà procédé au retrait des 10 barils qui restaient, ces choses-là. La seule étude qu'on n'a pas pu réaliser, c'est celle qui va être en sous-bassement parce que le bâtiment est là. Donc, rendu à la 3e semaine de démolition, lorsqu'on va avoir accès au sol, on va pouvoir procéder à la 2e caractérisation. Donc, on a la liste, l'inventaire des contaminants? Oui, absolument. Elle est connue, cette liste-là? Oui, absolument. D'accord, bien, c'est important. La deuxième, c'est... OK, je vais vous permettre, là, parce que c'est une continuité de votre première. Non, c'est parce que les contaminants, là, c'est important. Puis moi, j'aurais été jusqu'à la fin. On va-tu faire des tests dans l'eau pour être sûr que les contaminants que vous avez sur votre inventaire ne se retrouvent pas dans l'eau? Parce que de l'affirmer, c'est une chose, de le vérifier, c'en est une autre. Ce qui est important, c'est la fibre d'amiante en tant que telle dans le sol, il n'y a aucun problème. C'est un produit naturel. C'est plus les autres contaminants. Moi, je parle des autres contaminants reliés à l'industrie du textile. Nous, avec la nature du projet qui n'est pas développé encore pour la deuxième étape, si vous voulez, on n'est même pas tenu de tenir une 2e caractérisation des sols. Mais, par souci de transparence, le Conseil a décidé de quand même procéder. Justement, donc on va faire du carottage en profondeur pour aller voir jusqu'où il pourrait avoir un potentiel de contamination et la nature de cette contamination. Bref, pour vous répondre, compte tenu qu'on a déjà un inventaire des produits qui étaient à l'intérieur, comme on peut appeler des contaminants, compte tenu qu'on a tous ces données-là, une fois que tout va être démoli et puis qu'on a rétabli un sol, on va faire une caractérisation pour voir s'il y a un panache et puis on va agir en conséquence. Mais moi, là, je m'avance. Monsieur Welfringer, pour les contaminants potentiels dans le sol, il y a des différents... Bien, il y a différentes normes et guides du ministère de l'Environnement. Puis, comme M. Vary le mentionnait tantôt, c'est qu'une fois que l'usine va être mise à terre, dans la 2e étape, il va y avoir une caractérisation des sols et de l'eau souterraine. C'est indispensable pour le ministère de l'Environnement. Fait que ce sera fait mais pas à ce moment-ci. Non, pas à ce moment-ci. Au moment où vous allez vouloir changer d'usage du site. C'est ça, exact. Donc, c'est quoi le calendrier quand vous dites pas à ce moment-ci, plus tard, c'est quoi le calendrier? Non, nous, on va quand même d'emblée procéder à la caractérisation phase 2, même si on n'a pas de projet encore qui le requiert. Parce que si on décidait, comme M. tantôt disait, pourquoi vous ensemencez à la grandeur alors qu'on pourrait peut-être faire... On n'est pas arrêté encore. Et maintenant, on veut mettre ça au vert, on veut mettre ça vraiment au nombre, on veut faire de quoi de bien. Mais si on faisait un stationnement demain matin, où on n'aurait même pas besoin de faire... même avec un parc, on n'aurait même pas besoin. Mais c'est seulement si on y allait avec un bâtiment ou quoi que ce soit, avec un sous-bassement, là, on aurait besoin de procéder. Là. Mais nous, par souci de transparence, on va quand même procéder pour vraiment connaître et répondre aux préoccupations citoyennes. Madame Comtois, j'invite Madame Comtois. Tout à l'heure, je pense que je ne possède pas le vocabulaire spécialisé dans le domaine. C'est le mot berme filtrante. J'ai aucune idée c'est quoi une berme. C'est simplement pour filtrer les particules. Ça a l'air de quoi? C'est une toile? Ça peut être une membrane géotextile de type
Allez-y, monsieur. C'est ça, ça va être une toile avec un certain maillage qui va retenir les particules et puis laisser passer l'eau. OK, merci. Ça va être au niveau du sol. Oui, Picard et Pascal. Pour ce qui est d'Hydro-Québec, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce qu'il va sûrement les... Je vous explique, quand j'ai fait le tour, une des préoccupations de M. Picarda, surtout que lui, il a une boulangerie, il commence à travailler à 2 heures du matin. Puis quand son pain, il le met au four, il ne va pas de coupure. Donc, dans votre de courant, parce qu'il va perdre tous ses croissants. Donc, alors ça, c'est l'opérateur de l'appel. Alors, répondez. Honnêtement, j'ai rien prévu parce qu'il n'y a rien de prévu que j'ai pas d'affaires à eux autres. J'ai pas d'affaires à toucher à eux. Non. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, puis je ne suis pas supposé de toucher au fil. Je ne suis pas supposé de rien toucher. Vous ne prévoyez pas des coupures? Non, nos coupures d'eau, de courant, d'eau, rien. Non, je ne coupe à rien. Mais la bâtisse qui est tombée à terre, là, oui. est de bonne valeur, mais à côté de la bâtisse qui est en terre, il y a des transformateurs. Oui. Chris, vous n'allez pas pouvoir dégager... Mais c'est pour ça, monsieur, tantôt, je vous expliquais qu'on commençait ce bout ici, on s'en allait par là. Ça veut dire qu'au bout de on revenait avec notre matériel. On ne va pas dans votre rue. Je crois que je pense qu'aller pour la boulangerie, là. Oui. Mais dans la rue... Un dépôt. Non. C'est comme je vous ai dit tantôt, je ne suis pas supposé d'aller là. Puis les poteaux, on le sait, Roger, qui est l'opérateur qui est à côté de vous, il l'a vu, puis on n'a pas d'affaire là. Puis... Nos pelles sont munies des systèmes éco qu'on appelle, là, pour si on est trop proche. On sont munis de ça, c'est des pelles flambant neuves, mais on n'a pas d'affaire. Je coupe pas l'eau, je coupe pas l'électricité. La seule affaire que je coupe, c'est la poussière. C'est ce qu'on demande, c'est ça. C'est déjà pas mal. Ouais. Fait que si vous ne touchez pas Hydro, vous ne touchez pas Action. Non, pour toi, ça devrait être transparent. Il ne devrait pas avoir de perturbation. Et est-ce que vous avez un contact ou, en cas où l'opérateur de l'appel, je ne veux pas lui dire qu'il ne chauffe pas bien l'appel, là, mais au cas où il y a un bris, est-ce que vous avez un numéro d'urgence pour appeler Hydro? Oui, j'ai encore des contacts dans le coin. Non. Quand je les appelle, c'est pour faire débrancher l'électricité, mais quand est-ce qu'on fait... Moi et Roger, ça doit faire une centaine de démolitions qu'on fait, puis c'est pas arrivé. Honnêtement, c'est jamais arrivé de bad luck côté électricité. À date, là, non. On a défait des clochers d'église, puis à 125 pieds dans les airs, puis on n'a rien touché. Mais on a des gars d'expérience, on va vous dire, là. Mais non. Parce que les poteaux, ils vont... S'il arrive une urgence, j'ai des contacts encore à l'hydro qui ne sont pas à la retraite, ça va assez. Parce que les poteaux d'Hydro, ils vont rester là. Oui, je touche pas. J'ai pas le droit de les toucher, et l'hydro. OK. Puis l'Hydro ne va pas être coupé, vous n'en avez pas besoin. Merci. Luce Gerlach, est-ce que ça se pourrait que les travaux soient prolongés et pour quelles raisons? Ça se pourrait-tu? Bien, hypothétiquement, oui, il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver. Ben, je vous passe la POC, là. Des imprévus, là. Ça peut être un bris. Un bris de machinerie. Mais j'espère que non. On a 2 pelles neuves qui s'en viennent. Je ne penserais pas. Ils sont en train de se faire roder. Je suis en train de faire une démolition d'une ancienne laiterie à Saint-Jean. Puis non. Normalement, on arrive dans nos... à moins qu'il arrive de quoi, mais à date, je peux vous dire que ça a trop bien arrivé. C'est peut-être une coupe de jours, mais à moins qu'il vienne un déluge. Non, je la reprends, mais je ne sais pas quelle sorte de questions qu'il va poser. Allez-y. Quelle sorte de questions? Les tôles. J'imagine qu'il y a un technicien qui a analysé les tôles pour savoir si elles étaient contaminées.
est-ce qu'elles seront recyclées ou tout simplement jetées? Ben, moi, je n'ai pas fait d'analyse pour la tôle. La tôle, elle va être enlevée, puis elle va être recyclée avec le fer. Elle s'en va à la même place que le fer. C'est tout enlevé, oui. Est-ce que vous savez si elles sont contaminées? C'est ça, moi, je ne penserais pas qu'ils soient contaminés. Là. On aura mieux dit ça. Là. Non. Mais non. Tout allez le voir, ça va tout être enlevé. Ils ont des pelles avec des pouces qu'on appelle. Là. Ouais. Puis, la dalle de béton, oui. allez-vous la concasser au Tramac? On va voir comment elle dure. Comme aujourd'hui, Roger, justement, il l'a enlevé, mais avec sa pelle, il décolle. La seule affaire qu'on va peut-être manger, c'est les fondations. On a une mâchoire, un mâchoire à béton, puis on a un ciseau à l'acier. Puis, est-ce possible d'avoir une réponse à ma première question? Est-ce que vous avez considéré tout sortir ça par le rail? Par le rail? Oui. Utiliser des wagons ouverts. On peut. J'ai jamais fait ça, mais je pense qu'on a pas. Est-ce que le rail se rend au centre de dépôt des ordures? Mais, monsieur, non, mais c'est pas. À mon avis, là, je vais essayer peut-être de répondre. Là. Ça ferait n'a pas été une pas option. Non, ça n'a pas été. Puis, d'une manière ou d'une autre, on a donné un contrat. Donc, on ne va pas analyser cette option-là. Le choix a été fait. Daniel Martin, je vous laisse. Question de clarification. Tout à l'heure, M. Marchand soulignait les 300 voyages par rapport à des voyages que vous, qui sont moins de votre compagnie. Est-ce que ça serait par hasard le fait que calculer avec des camions 10 roues et calculer avec des containers qui remplissent combien de 10 roues? Tu vois-tu, c'est ça? Il rentre 4 10 roues dans un container qui vont transporter. Alors là, on vient de passer de... Parce qu'un camion 12 roues, il contient à peu près 9 verges, 10, 11 verges, puis on a des containers de 40 verges. Puis si le fer, on va même avoir des containers de 60 verges. Ah ben oui, mais au coût, c'est plus économique au container qu'au camion. Parce que le camion, la boîte est haute de même, puis le container a 8 pieds de haut. C'est à 8 pieds. Comme on a dit tantôt pour l'amiante, c'est la même affaire. C'est des gros sacs. C'est fait pareil comme un gros sac Glad, mais ça a 8 pieds de haut, 8 pieds de large, 20 pieds de long, avec une grosse corde en haut. On le met dans la boîte, il met ses déchets quand il est prêt, on referme, on tire sa corde, puis il part. Madame Comtois. Oui, Louise Comtois. Pour savoir, c'est quoi les objets patrimoniaux que vous pensez pouvoir recueillir dans le site? Les choses, parce que vous avez parlé là, au début, là, retirer certains objets patrimoniaux. Puis je sais qu'on s'est beaucoup posé la question, puis que les vieux de la Filtex se posaient aussi ces questions-là. Avez-vous des idées en tête de ce qui peut être patrimonial? Monsieur Forêt, là, peut-être vous pouvez répondre. Venez ici en avant. J'ai quand même une bonne voix. Ouais. J'ai été mêlé à cette partie-là du dossier et on est à regarder avec notre Madame Morazin parce qu'ils ont déjà un certain nombre d'objets patrimoniaux qu'ils ont ramassés et qu'ils possèdent et d'autres personnes en possèdent. Quant aux objets patrimoniaux reliés à la structure, on en est à regarder ça et lors de notre prochaine rencontre, on va regarder ça avec l'entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut ramasser qui ne retardera pas d'une semaine, d'une part, et qui sont, je dirais, significatifs par rapport à la réalité de cette oui. usine-là. Alors, je trouve que c'était important pour les employés, c'était les ex, parce qu'il y avait quand même une relation assez émotive avec cette Absolument, bâtisse-là. absolument. Merci d'en tenir compte. Yes, Ann Dyer again. If the risks are high now, can I just understand, especially for the runoff water? It's been raining, it's been snowing. Why has the town not taken any precautions already as far as the runoff water?
and the dust. I mean, I think it's important to protect les travailleurs, but I don't understand why there's been absolutely no work done to contain the runoff water with the asbestos especially already, because we know that it's unstable. Why not do that? J'aimerais répondre dans un premier temps. On a reçu la visite d'un inspecteur en environnement suite à un signalement ici. Il s'est présenté il y a 3 semaines, M. Adib, du ministère de l'Environnement. Et il y a zéro risque pour l'environnement présentement. On suit à la lettre les recommandations du ministère de l'Environnement et il y a 0 risque présentement. Donc, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. C'est que, comme dit M. Barry, c'est qu'au niveau de l'amiante ou des poussières, il n'y a pas de risque actuellement pour l'environnement, d'autant plus que la pluie ou la neige ou quoi a rabattu toutes les particules au sol. Les principales préoccupations, c'est vraiment pendant les travaux, quand on commence à manipuler ces matériaux qui contiennent de l'amiante. Si jamais on les manipule sans précaution, c'est là qu'il y a des poussières qui peuvent partir dans l'air puis voyager. Yeah. Mais là, on va mettre la clôture anti-dispersion, on va mettre la bruine pour rabattre toutes ces poussières-là par terre. Fait que les risques vont être vraiment minimes. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'il y avait déjà des travaux majeurs là? Il y avait les tombes à terre, il y avait les pelles qui ont déjà travaillé là. Le site n'est pas arrivé comme ça tout seul. I don't get the sense. Well, you already had people coming in there and carting some stuff away. You had some work done on it. I mean, you knocked some of it down because it was a risk. Don't you think there was anything flying around then? It's no different. I mean, now it's peut-être plus organisé le travail. C'est très différent, C'est survenu, ça, le 18-19 décembre, c'était un vendredi. Il y a, sous le poids de la neige, il y avait beaucoup de neige accumulée, et sous le poids de la neige, le bâtiment commence à s'écrouler, et les assurances nous ont forcés à sécuriser les lieux. Donc, ce qu'on a sécurisé était déjà sous une tonne de neige. Il n'y en avait pas de problème, il n'y avait pas de risque de poussière. Mais je demande, et je l'ai discuté avec les messieurs des services, OK? Et ils étaient en accord avec moi au sujet de la neige. It melted, the snow. Where did it go? Je me demande si c'est important maintenant. Peut-être c'était important avant. OK, c'est tout fini. Fine, it wasn't done. But pour moi, aussitôt que ça commence, ce serait une bonne idée de sécuriser les eaux de ruissellement tout autour, parce qu'à l'autre côté du chemin de fer, ce sont les jardins communautaires. Anyway, just I do have a real question. What about spraying down the buildings around? The neighboring buildings, is that going to be done to wash them down in case there is still dust? Arroser les bâtiments alentours? Yeah. Ben, on va arroser le chantier. Yeah. Fait qu'il n'y aura pas de poussière qui va s'échapper du chantier. Fait que c'est pas nécessaire d'aller arroser les bâtiments autour. OK. Est-ce que quelqu'un va prendre, juste pour être certain, les échantillons tout autour pour garder un record de qualité d'air pendant les travaux? Non, il n'y a pas d'échantillon qui est prévu à être pris parce qu'on suit les normes de la CNESST et c'est pas de prendre des échantillons dans ces cas-là. Les échantillons d'air qui sont pris, c'est dans des travaux beaucoup plus risqués. Là, les consignes, c'est de sécuriser le site avec la toile, arroser les matériaux, mettre ça dans des sacs quand ça sort du chantier, puis c'est tout. OK. Mais c'était une recommandation qui était faite quand j'ai demandé les questions, quelle sorte de travaux, et le monsieur m'avait dit que ce serait une bonne idée d'arroser les alentours. Selon moi, ce n'est pas nécessaire parce qu'on va arroser déjà au niveau du chantier. Ça ne sert à rien d'aller gaspiller de l'eau pour arroser des maisons où il n'y aura pas de poussière dessus. Yeah. Mais à part de ça, pour seulement protéger la ville, est-ce que c'est peut-être une bonne idée de garder un record
de qualité d'air autour pendant les travaux pour vous protéger? S'il y a un spike des conditions d'asthme ou de cancer de poumon, quelque chose, est-ce que ce n'est pas une recommandation ou pas? Non, pour moi, ce n'est pas une recommandation. Non, OK. Mais nous, on suit toutes les consignes, que ce soit la CNESST et d'environnement. Donc, on se fie à eux à nous donner les... Moi, je ne suis pas expert. M. Welfinger est expert et est en contact avec eux. Ceux qui sont vraiment à risque, c'est les employés qui vont travailler directement sur le chantier. Donc, je m'avance, là, je ne suis pas l'expert. De la manière que la CSST fonctionne, c'est l'élimination à la source. Si on ne faisait rien pour arroser, là, il faudrait échantillonner l'air, parce que là, les particules pourraient se promener dans l'air. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on résoudre la source. Donc, en arrosant, il n'y a aucun problème. On peut pas éliminer, on ne peut pas là, disperser, faire en sorte de volatiliser ces poussières-là. Donc, c'est vraiment... L'arrosage des immeubles à voisinage, c'était une chose que le monsieur de CSST m'avait dit. Et il ne nous a pas mentionné ça du tout, et je vois mal comment on pourrait aller arroser là, les bâtiments. Là. La compagnie pour qui j'ai travaillé, on entreposait les grandes stockpiles de petcoke, alumina, les choses comme ça, avec beaucoup de poussière. Et parce que c'était nécessaire d'arroser tout autour, avec les screens, avec les murs, toutes sortes de choses, et garder toujours un record de qu'est-ce qui arrive dans l'air. Je comprends votre point de vue. Là, merci. Je tiens à rappeler qu'on parle de 0,5 mètres cubes. Hein, c'est 2 pieds par 2 pieds par 2 pieds d'amiante qui est éparpillé dans un 500 tonnes de béton. C'est minime. Vraiment. Due diligence is what you're suggesting is to do our diligence to make sure that we cover all the angles. Puis regarde, Pascal, en pourcentage, l'amiante, parce que là, vous parlez en pieds, on parle en pourcentage, s'il vous plaît. Est-ce que c'est en bas de 1%. En bas de 1%. Ouais. Je sais. On va pas capoter avec 1%. Lucie Tousignan, les normes là, de la CNESST, est-ce que ça débute lors des travaux de l'entrepreneur ou est-ce que la ville est tenue à ces normes-là? Parce que je ne m'explique pas pourquoi les toiles ne sont pas installées. S'ils sont importantes lors des travaux, là, en ce moment, on a un tas de déchets. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que, oui, les exigences de la CNESST débutent au moment où les travaux débutent. Parce qu'on commence à manipuler les matériaux, à les broyer, à les trier, à les lever, à les mettre dans des camions, etc. C'est là que la poussière est générée. Actuellement, il a plu, il a neigé, il n'y a pas de manipulation de matériaux, il n'y a pas de poussière qui se soulève. Non, mais il y a des eaux de ruissellement. Je ne suis pas une experte, là, mais il y a quand même des eaux de ruissellement. C'est quand même un tas c'est des débris, là, des débris non, avec des contaminants. On parle d'amiante, il y a plus que il y a peut-être que c'est ça, j'essayais de vous dire tout à l'heure, les autres contaminants que la Filtex a amenés. Et ma question est un peu indépendante de la démolition. Le rôle de la ville, c'est de protéger les citoyens. Donc, moi, je veux juste m'assurer que si on est pour mettre une toile, parce que les travaux débutent, ma question, elle s'adresse plus au maire. Pourquoi la toile n'a pas été mise avant? Si vous voulez, Monsieur le maire, je vais me permettre de répondre. Je vais vous donner un exemple qui reflète assez bien votre question. Le centre John Sleet. Il y a des tuiles présentement qui contiennent de l'amiante. Mm-hmm. Est-ce que... Puis ces tuiles-là sont lavées une fois par semaine avec une mop. Donc là, ces eaux-là, ils peuvent contenir de l'amiante, c'est ce que vous me dites.
On s'est informé, on a fait l'échantillonnage d'air, on a procédé à l'échantillonnage de toutes les calorifuges, les tuiles, et on sait que les tuiles en contiennent, puis on sait qu'il y a des tuyaux au sol qui en contiennent aussi. Présentement, tant qu'il n'y a pas de chantier, il n'y en a pas de problème. C'est quand on manipule, si on commence à scier ces tuiles-là qui produisent de la poussière, là, il y a un risque. Mais tant aussi longtemps qu'on n'y touche pas, il n'y en a pas de risque. Moi, je parle plus large que l'amiante. La Filtex a été là pendant 50 ans. C'est pas une usine propre. C'est une usine qui contenait des contaminants, là, j'ai pas le vocabulaire, mais c'est une molécule là, chimique là, qui est cancérigène. Et elle a été abandonnée pendant des années. Je pose la question à savoir, est-ce que notre eau, en fait, on pourrait être encore plus direct, est-ce que l'eau est contaminée, oui ou non? Puis je pense qu'on n'a pas la réponse. Donc, mais Mme Touzian, excusez-moi. Premièrement, tous les contaminants qui étaient à l'intérieur d'un baril ont été retirés par une firme spécialisée. Il y a un inventaire qui a été fait. Quand vous parlez, puis là, je m'avance, là, corrigez-moi, quand on va être sur la pelouse, là, mais c'est là qu'il va falloir faire la caractérisation en fonction des normes pour voir s'il y a des contaminants dans le sol. Et à ce moment-là, il y a des pourcentages, je ne dirais pas d'acceptabilité. Il y a des normes à respecter. Allez donc dans les ABC. Il y a des normes à suivre, c'est ça. Et dans le fond, nous, on va prendre des échantillons de sol. En tout cas, il y a des échantillons de sol qui vont être pris. Il y a des puits d'observation qui vont être installés pour justement vérifier la qualité de l'eau souterraine, des piézomètres. Et puis, il y aura des recommandations qui seront faites à la ville si jamais dépassement des normes il y avait. En fin de compte, il va y avoir une surveillance de la nappe phréatique. Souvent, on installe des piézomètres là, et il y a d'échantillonnage qui est fait pour voir la qualité de l'eau. Ce que je comprends, mais là, je ne suis pas spécialiste dans la géologie, mais j'ai compris qu'ici, on avait une couche de... Je ne sais pas si vous... Est-ce que vous avez le profil? Il y a une couche de glaise aussi qui... Mais là, je m'avance, là, je ne veux pas... Est-ce que la Ville de Sutton a déjà eu une infraction récemment du ministère de l'Environnement? Il n'y a pas eu une infraction, il n'y a pas eu une amende que la Ville a eue, il me semble que j'ai lu ça dans les journaux, concernant vous répondez à ça? Mais par rapport à quoi? Bien, mon souvenir, là, puis je l'ai lu, là. Mais... Est-ce qu'on parle encore de la Filtex? Oh non! Non, je demande le respect. La neige, le niveau de calcium dans les tas de neige qui étaient trop près de... Oui, il va répondre à votre question. On n'a pas d'amende. Non, une amende. Est-ce que la Ville de Sutton n'a pas eu une amende? Madame Touzian, il va répondre à votre question. On n'a pas eu une amende. On a caractérisé les sols et on a du sol AB qu'on peut garder sur le site. On a un sol BC qu'on peut garder sur le site, mais si on le sort du site, il faut l'envoyer dans un endroit spécialisé pour ça, pour le traiter. OK, donc j'ai mal lu. Il n'y avait pas eu un épisode que la norme était beaucoup plus élevée puis que l'eau de ruissellement allait dans le puisard. On n'a pas eu une amende? Ah oui, on a eu, oui. On a eu une mesure corrective. On a agi promptement et je vous dirais même que l'inspecteur aurait aimé ça éviter. Donc, nous, on a apporté les correctifs. En fait, il y avait plus que ça même. Je pourrais vous dire... On avait des remorques sur le site qui n'avaient pas d'affaires là, donc on les a retirées. On avait des mises en tas d'abrasifs qu'on a retirés aussi. Et ensuite de ça, on avait ce bassin de sédimentation-là qui était plus aux normes. Et pourtant, le ministère, ce mode de fonctionnement-là remontait à un certain temps, là. Donc, on a été un petit peu surpris, mais on a procédé. Vous me dites que ça faisait longtemps qu'on législalement. Mme Touzian, on s'éloigne. On s'éloigne. Ma seule question... Un instant, Mme Touzian, je vais répondre à votre question. Là, la question qu'on va prendre, c'est des questions concernant la Filtex. Bien, moi, c'est ma question concernant les eaux. La question que vous posez est une question pour un autre site. Et si je ne me trompe pas, est-ce que c'est au garage? C'est au garage municipal et ça a été réglé. Oui. Il ne faut pas faire d'amalgame. Non, je voulais juste m'assurer que les normes environnementales dictées par le ministère sont respectées. Sont respectées. Écoutez, on a un ingénieur ici
qui est en contact directement Non, avec... mais là, j'apprends que les normes commencent lors du début des travaux. Alors, j'ai répondu à votre question, Est-ce que les Madame toiles vont être Comtois. posées? Est-ce que les toiles vont être posées? Madame Comtois, s'il vous plaît. Bon. Je voulais savoir, dans les normes qu'il y a pour les choses, je comprends que les camions vont pas tout à fait, ça va être nettoyé, puis ils vont pas pénétrer sur les sites où il y a des contaminants. Ils sont-ils arrosés après, les roues de camion, pour pas promener ça en ville? Ou c'est-tu nécessaire, pas nécessaire? Qui veut répondre? Il n'y a rien à arroser? Habituellement, si, c'est arrosé si jamais on voit que c'est pour acheminer de la boue ou des matériaux du site sur les routes. Pour éviter ça, on les nettoie avant. Au besoin, on peut nettoyer la route aussi. Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est vous, monsieur, qui êtes là pour surveiller ça, ou si c'est les autres? Nous, il va y avoir un technicien de notre firme qui va être là pendant tout le temps des travaux. D'accord. Merci. Encore Roger Gervais, je voulais juste dire à Fréjo, on espère tous que vous allez respecter l'échéancier et que vous allez faire un aussi bon travail que quand vous avez fait l'enfouissement des fils, parce que c'était très bien déroulé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame Dyer? Yes. First of all, Mr. Habib actually came to see my sister, and he explained that, in fact, he normally would... Can you, Monsieur Habib is... Habib is from the environment. Okay. Yeah. That normally he inspects functioning plants. So he was, in a way, misdirected to come. But the recommendations that he gave... And he was I'm sorry, but he was on official duty? Yes, or? yes. Okay. But I guess there was a translation problem. He thought that it was a functioning business okay. rather than a demolition site. Right. Okay, just to clarify that. So, okay. And just to clarify the risk, one reason that many of us are quite concerned is that in reading the Devis Technique, and I did, there are indeed many places where it does mention heightened risk or moderate risk, which with asbestos is risk, right? But I have a question for the town. Given the truck traffic that's going to be going all the way up Western, do I understand that correctly, to get to 215? Is that how you're going to do it? Oui. Mais je vais clarifier. Oui. Le circuit, Oui. c'est qu'ils Oui. vont prendre Pine, ils vont monter vers le CHSLD. Juste le béton qui va se rendre au site du Mont Écho va passer par la Western Nord. Okay, how many trucks approximately? On parle d'environ, si c'est des 12 roues, on parle de 120 camions maximum, Okay. centaines de camions. 120 trucks? Sur 4 semaines, ça fait 8 camions de la journée, ça. Okay, let's remember what's on Northwestern. That is the park, that's the playground, that's where the kids are, and this is during holidays. Has the town made any special plans about making sure that all this truck traffic doesn't impact our kids going to the park? Voulez-vous répondre à cette question? C'est une zone de 30 km/h qui va être respectée. On parle de 8 camions en moyenne par jour. Can I make a suggestion that perhaps the town could set up cones so that there is a clearly defined sidewalk, because that's pretty loosey-goosey there. Maybe cones so that the kids riding their bikes or walking would go behind those cones, and it's clear the trucks are over here. Because that's a lot of traffic that nobody's used to when it's holiday time and the kids are going to the park. Just, Moi, je ne peux pas parler pour le compte. On va suivre les lois municipales. Exactement. Les camions ne respectent jamais la vitesse? Écoutez, but I'm just thinking if you maybe could I understand what you're saying. a walkway for the kids, Yeah. and that would help the truck drivers too. I understand what you're saying, but he's not familiar with No, but it's just a suggestion. Yeah, that yeah.
given the time of year. Well, we'll discuss with the contractor. And our public works should be able to do that. OK, but... And also, don't forget, coming from Western onto the 215 is somewhat of a blind corner. So that's going to be, I live here, I've lived here 65 years. It's a blind corner, okay? Just keep it in mind. OK, thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pascal? Picarda Pascal, je pense que à la dernière réunion du Conseil, si j'avais bien compris ou mal compris, il n'y avait pas une firme de sécurité, une firme qui devait d'inspection des travaux. Pas trop quoi. Ah, c'est la même compagnie? C'est ça, nous on va être là sur le chantier en permanence. Mais vous êtes là. Moi, un technicien de ma compagnie va être là en permanence sur le chantier pour s'assurer que les exigences de la CNESST sont bien respectées, que les toiles sont bien montées, que l'arrosage se fait, etc. Pascal, c'est pas la même compagnie. Vous êtes une compagnie différente de Fréjot. Exactement. Okay. Et il peut arrêter à n'importe quel moment le chantier. Et il y a, je sais, j'ai pas lu tous les contrats, là. Est-ce qu'il y a des clauses de pénalité? Non, c'est pas là. On a un surveillant de chantier qui est HDS. Qui est indépendant, nous on rapporte à la ville, on s'assure que Fréjot fait bien son travail, qu'on rapporte à la ville. Et si la compagnie de surveillance des travaux, ou je ne sais pas comment vous vous appelez, c'est quoi le nom, si elle a besoin ou il y a un problème, là, il y a quelqu'un de l'hôtel de ville qui aide et tout, en tout cas. Oh, on va se parler tous les jours. Ouais. Téléphone. Et j'ajouterais qu'à un certain moment, ce qu'on a l'intention de faire, c'est de faire aussi des rapports d'étape auprès des citoyens qu'on pourrait mettre sur notre site, où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi, pour que, par anticipation, que les gens sachent où est-ce qu'on est rendu dans le processus. De l'évolution du de démolition. L'évolution question de communication. Je pense que tout à l'heure, quand M. Vary a présenté, où j'ai pris des notes, j'ai cru comprendre, parfois je suis un petit peu perdu dans ces affaires, hein. Je pense, j'ai écrit clôture aux 4 et 3 dépôts. C'est quoi cette affaire-là? Répétez votre question. Non, on parlait... ça va être juste les bâtiments, on peut y retourner. Peux-tu retourner en arrière? Ouais. Ça va être les bâtiments 4 et 3. Ça, c'est une haute clôture anti-dispersion. Ça n'a rien à voir avec les bâtiments. C'est pas 4 et 3 dépôts. C'est les... Non, c'est les... Non, c'est les bâtiments. C'est pas... Les bâtiments 4 et 3. C'est ça, de la Filtex. De la Filtex. De la Filtex. Fait que les bâtiments, les locataires qui habitent aux 3 dépôts, c'est pas là. Non. Non, on ne sait jamais. Non. Non, je préfère me renseigner puisque j'avais écrit ça. Non, parce que le monsieur de Fréjot a bien dit qu'il commence par Pine. Oui. Oui, et on ne fait que passer par Pine. Il va commencer par la bâtisse qui existe en montant vers Coinsville et arriver à la deuxième. À Lusignan. On passe par Pine. Oui, vers la pharmacie. C'est ça, exactement. Et une fois que la première bâtisse tombée, là, il va être sur le chantier de la bâtisse qui est écroulée. Oui. Et la bâtisse qui est debout aujourd'hui servirait de stationnement pour les camions pour mettre le premier building. Une fois qu'elle va être tombée. Monsieur, expliquez-moi une deuxième fois. Il faut que ça soit clair pour tout le monde.
OK. Allez montrer, là. On va commencer à mettre la bâtisse existante à terre. Et on va s'en venir ici. Là, nos toiles vont être installées dans la première semaine après les vacances. On vient installer notre mur de toile. Après, dans la deuxième semaine du 11, on commence à démolir. On va faire un autre mur de toile ici quand ça va être à terre. Puis nos conteneurs vont rentrer là. Puis ils vont sortir toujours ce bord-là. Plus qu'on va s'avancer, parce qu'ici, c'est sur une dalle de béton. Puis là, après ça, on va s'en venir, puis on va mettre ça à terre, on va s'en aller. Puis après, écoute, que tout est à terre, on commence à manger les salaires, les fondations. Puis on va commencer à emblayer ici, parce que c'est parti ici, il y a une cave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Bissonnette. Bonjour, Louise Bissonnette. Alors, juste pour clarifier, ça va commencer après les vacances de construction, OK? Alors, on peut peut-être, la Ville peut peut-être émettre un avis aux gens d'encourager d'aller sur la piste cyclable pour éviter justement la rue Western, comme la dame elle disait là-bas. Ça serait une bonne initiative. De toute façon, c'est pas une bonne place de circuler sur la rue Western, honnêtement, pour les enfants, même en dehors de le temps de construction. C'est ça? Oui, parce qu'on a fait... Puis j'aimerais signaler, effectivement... j'ai demandé à l'SQ de faire de plus de contrôle sur Western parce que j'ai eu des citoyens là, qui ont... ils ne respectent pas la vitesse. Donc, j'ai vu là, qu'ils faisaient des contrôles. Je ne sais pas si... Deuxième chose, je veux juste... on dit qu'une fois que ce qui est au-dessus va être démoli, là, on va procéder au souterrain plus. Là. Il y a des puiseurs, tout ça. Ça aussi, ça va être extrait dans la démolition de... Parce que quand on parle de la fondation, tout ça, là, le soubassement, là, il y a des anciens battes, des choses comme ça. Ça aussi, ça va être tout enlevé. OK, c'est dans quel temps estimé qu'on pense que ça va se passer dans votre échéancier, là? Début septembre, OK. Puis là, à ce moment-là, comme M. disait, il va y avoir des examens, des tests de fait du sol. À ce moment-là, OK, bon. La dernière chose, je suis d'accord avec M. Gervais qui est parti. Si ça va être longtemps avant qu'on décide finalement qu'est-ce qui est fait avec ça, j'encouragerais, c'est super, là, des espaces verts, mais j'encouragerais du stationnement, comme le contracteur, monsieur, a cité. C'est impossible quasiment de virer sur la rue Dépôt. Là. Fait que ça serait quelque chose... Il va y avoir, oui, c'est chapitre 2, là, comme je dis. Mais madame propriétaire de la maison jaune, là, qui est vraiment collée contre... Celle qui est collée sur... Oui. Donc, là... C'est une maison. Avec des loyers. Et c'est la rue Dépôt. Ouais. Fait que non, mais si vous dites la deuxième phase, c'est dans 2 ans, mais moi, je vous encourage à mettre tout de suite un espace pour virer, finalement, stationner. On fera une consultation. Mais pour vous, ça va être un avantage. Ah, bien, moi, ça fait 20 ans que j'attends. Facilement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Picard Pascal, la borne fontaine, là, qui est au coin, il y a une borne fontaine au coin de la bâtisse, là. Oui. Elle ne va pas avoir un impact en démolissant? Parce qu'elle est proche en... Non, il n'y en aura pas. Je pense que Fréjot a un bon chauffeur de pelle. Elle est proche. Mais, sois pas un prophète de malheur. On est conscient que, oui, il y a une bonne fontaine. En plus de ça, puis là, je m'avance dans ton domaine, il y a un regard pour s'assurer. C'est un puisard qui mène les eaux directement à la voie ferrée. On a un poteau transfo, 3 transfos qui est sur ce coin-là. Mais le mur a déjà été rabattu, donc on se trouve à éviter justement les risques. Donc, c'est juste de retirer les choses, il n'y a pas de problème avec ça. Bien. Et est-ce que la ville pourrait avertir tous les commerçants
des alentours, entre dépôt, surtout sur dépôt et ce qui reste principal, cafetier, la rumeur, si possible, d'aller se parquer au bureau de poste pour laisser la chance aux clients le parking qu'il y a. Et il faudrait peut-être parler à Mr. Bagel de ne pas laisser son bois dans le driveway, là, en tout cas. C'est parce que si je suis d'accord que Fréjot, je suis très, très content de la manière qu'ils ont procédé, vu qu'ils voient qu'il n'y a pas moyen de faire demi-tour sur le dépôt, et qu'il faut bien que tout le monde mette de l'eau dans son bain, et qu'il faudrait peut-être dire à tous les commerçants, même moi le premier, je suis pas handicapé, j'aime autant marcher de dépôt du parking de la Poste à la boulangerie et laisser le parking aux clients pour qu'il y ait un impact minime pour la clientèle. Oui. Monsieur Forêt et moi-même... Mais si vous ne voulez pas la ville, moi je suis capable de le faire et de faire des photocopies. On a fait du porte-à-porte, j'ai fait du porte-à-porte sur Principal et on a sensibilisé, mais je retiens ce que vous dites. Mais dans le temps réel, on va regarder comment que la situation évolue et si on voit effectivement qu'il y a des mesures correctives, bien, on pourra intervenir. Je demande aux propriétaires de business sur dépôt et Principal d'aller se parquer au bureau de la Poste. J'ai compris, Pascal. Okay. Merci. Ça laisserait la place aux clients. Oui. Ça, c'était la question stationnement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il n'y a pas d'autres questions? Vous levez la main, Mme Comtois? Alors, à ce moment-là, écoutez, j'aimerais remercier tous les intervenants là, qui ont contribué à clarifier toutes les étapes de la démolition de la Filtex. Et puis, j'aimerais vous féliciter là, pour votre participation citoyenne. Vous avez soulevé des bons points. Et puis, on a bien hâte de voir cette structure-là disparaître, ça va changer. Et ce qui va être intéressant, ça va être ce que j'appelle le chapitre 2, où ensemble, on va décider qu'est-ce qu'on veut faire avec ce nouveau potentiel, ces nouvelles espaces-là. Merci beaucoup. Bonsoir.